vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, pas d'eau depuis vendredi dernier à Grand-Rivière. Une situation très invalidante pour les riverains et les professionnels du tourisme de la commune. Certains ont même dû fermer leurs portes faute de pouvoir recevoir leurs clients dans des conditions décentes. Que faire des Bradjak après le carnaval? La question se pose pour ces nombreux véhicules hors normes. La ville de Fort-de-France a mis en place un service dédié pour contrôler les voitures abandonnées sur les bords de route après les fêtes. Des Bradjak qui ont participé à 4 jours de folie en Martinique. Les carnavaliers sont très satisfaits de ces jours gras. Nous reviendrons sur les temps forts de ce carnaval 2018. Et puis, dans votre JT des communes, nous vous emmènerons à Casse-Pilote qui a obtenu son label Ville Fleurie, une orientation chère à Ralph Monplaisir qui entend gravir les échelons au fil des années. Pour l'heure, la commune est classée 5e. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Pas une goutte d'eau au robinet depuis vendredi dernier. C'est le calvaire que vivent actuellement les habitants de Grand-Rivière. Si certains riverains réussissent encore à s'accommoder de la situation, le désagrément est bien réel pour les professionnels du tourisme. C'est un reportage de Sandrine Claude et de Michelet François. Linge ou encore ustensiles de cuisine. Depuis presque une semaine, c'est à la rivière que les habitants doivent accomplir leurs tâches ménagères. Beaucoup sont habitués, ils prennent donc leur mal en patience. On m'a montré comment doser avec un peu de javel et puis le comprimé pour purifier. Je peux me laver, je peux faire la vaisselle, donc ça ne me dérange pas du tout. C'est pas moi qui gagne pour l'auto, monter et garder des gros sales. Parce que c'est pas sorti, ni problème de rivière. Ce n'est pas le cas d'autres riverains qui sont eux totalement excédés. J'ai reçu 11 bouteilles d'eau 5 jours après, venant de la municipalité, je suppose, ou des SMD, je ne sais pas. Et depuis, aucune information. Ce que nous demandons, c'est d'être informés sur l'état de l'eau. Ils nous disent que l'eau va revenir. Oui, elle va revenir, mais est-ce qu'elle sera potable? Entre-temps, on fait quoi? On donne quoi à nos enfants? C'est ce qu'on demande. C'est la rivière elle-même qui serait à l'origine de cette coupure. Car voici son état il y a encore 2 jours. Un phénomène qui inquiète certains. Un collectif a même vu le jour. Nous constatons qu'autour des rochers qui sont dans le lit de la rivière, il y a un dépôt d'une matière jaunâtre. Alors ce que nous demandons avec insistance, c'est qu'il y ait des prélèvements et une analyse de fait de manière à ce que les riverains soient informés des raisons pour lesquelles l'eau a cette couleur jaunâtre. Pas une goutte non plus dans le robinet de ce restaurant qui a dû fermer ses portes. C'est une gérante à bout que nous avons rencontrée. C'est la semaine qu'on ne devait pas rater. L'hôtel était complet sur toute la semaine, complet depuis déjà plus de mois. Il a fallu annuler ses réservations à la dernière minute et parfois avec des problèmes de relogement. J'ai 8 personnes, 8 salariés à temps plein qui sont en chômage aujourd'hui, enfin qui ne travaillent pas. Je ne sais même pas si je dois les mettre en chômage technique ou autre. De son côté, la municipalité assure être sur le qui-vive. Une cellule de crise aurait été mise en place. Ils nous ont livré des citernes tout de suite, qui ont été alimentés par les sapeurs-pompiers en permanence. Et ça, c'est de l'eau potable au départ, contrairement à ce qu'on a entendu. C'est de l'eau potable au départ, mais ayant transité dans la citerne des pompiers et les citernes de distribution, donc elle n'était plus potable. Il a été décidé de distribuer des packs d'eau à la population, chose qui a été faite mardi après-midi. Effectuée ce matin, une opération de déblayage menée par les équipes de la SMDS devrait permettre un retour à la normale en cours de soirée. Et notez en bref que la direction de la SMDS a annoncé que les réservoirs desservant la commune sont en cours de remplissage. La situation, vous l'avez entendu, devrait donc être rétablie très prochainement.
Certains les admiraient, d'autres redoutaient leur vrombissement. Les Bradjak ont beaucoup fait parler pendant le carnaval. Au lendemain des jours gras, on ne peut pas les ranger dans des placards comme les jambières ou autres accessoires. La question se pose alors, que faire de ces voitures? Plusieurs solutions sont envisageables, mais bien évidemment, il est hors de question de les abandonner au bord de la route. Voyez ce reportage de Sandrine Claude et de Michelet François. Sur les bords de route, dans les petits quartiers ou encore sur les parkings. Chaque année, après le carnaval, les Bradjak sont nombreuses à être abandonnées en pleine nature. Un fléau contre lequel les municipalités luttent depuis des années. Il y a les Bradjak, mais il y a aussi les vieux frigos, les objets qui sont abandonnés par tel ou tel et qui sont repérés pendant les jours gras. Parfois avant les jours gras en ce qui concerne les Bradjak. Donc nous savons qui sont les propriétaires. Et donc l'enlèvement de ces véhicules sera porté sur le compte de ces contrevenants, puisqu'en fait tout véhicule a un propriétaire et c'est le propriétaire qui en définitive est responsable, y compris de la destruction du véhicule. Willem fait lui partie des bons élèves. Sa Bradjak, il s'en occupe même une fois les festivités terminées. Ça fait 5 ans que je fais du carnaval avec. Donc je prends soin d'elle. Après le carnaval, on la bichonne. Des fois, on la sort pour la mi-carême. On ne les abandonne pas. C'est nos bijoux en fait. Après ça, c'est l'amour du carnaval. Il y en a certains, ils ne le prennent pas au sérieux en fait. Mais nous, c'est tout un amour pour nous, le Bradjak. En fait, surtout moi qui suis un passionné de mécanique, donc j'en prends soin. Voilà. La ville de Fort-de-France entend poursuivre sa politique tolérance zéro en matière de Bradjak délaissés. De nouvelles rondes sont prévues cette semaine pour sanctionner tout contrevenant. Et si l'heure est déjà à la préfète, je vous propose de vous replonger une dernière fois, notamment pour tous ceux qui ont décroché pendant les jours gras, sur les 4 jours de fête de carnaval, compilation de la spécialiste en la matière Rebecca Riol. Bal fini, violon dans sac, Vaval quittez-nous. Son incinération marque la fin de 4 jours de festivités dans toutes les communes de l'île. Des couleurs et de la joie dans la ville capitale. Le Vaval se montre pour la première fois devant le public. Il a fait l'objet de nombreux commentaires. Je vois le TCSP, je vois encore le droit. Bon, et bien là, comme ça, je pense qu'on a fait le tour. Ça me rappelle notre président de la Martinique. Dis, mettez le TCSP en route. Hein. Nous mettez TCSP en route spécialement par le TCA. Et les groupes à pied n'ont pas manqué d'originalité dans leurs costumes. C'est beau tout ça. Direction Rivière-Salée pour la parade du Sud. Les carnavaliers ont tenu à suivre la tradition des mariages burlesques, malgré une météo plutôt capricieuse. Toutes les soirées de carnaval ont rencontré un vif succès. La fête a continué jusqu'au petit matin. Du rouge partout. Une marée humaine a déferlé dans les rues de Fort-de-France pour l'un des temps forts de ces jours gras. Mais hélas, les jours du roi Vaval sont comptés. Sa vie est menacée. C'est l'enfant de Vaval, j'ai disparu depuis 4 jours. Vaval m'a fait quelque chose là, ça fait 4 jours que je cherche Vaval, je ne suis pas encore rentré chez moi. Et ça va pas se passer comme ça, hein. Je vais me fâcher là, je vais tout péter.
Entre le match du PSG, la Saint-Valentin et les derniers refrains dans les vidéos, il fallait faire un choix. Des milliers de personnes, toujours en forme, n'ont pas voulu manquer l'enterrement de Vaval. Ce qui devait arriver arriva. Toutes les bonnes choses ont une fin. Rangez vos costumes au placard. Le rendez-vous est pris pour la première semaine du mois de mars 2019. Et une belle fête qui s'est achevée également hier en Guyane. Le roi Vaval a été brûlé devant des carnavaliers aussi attristés que chez nous. Retour sur l'ambiance sur place. On va se rapprocher parce que c'est important. Donc le bûcher est en train de s'allumer. Un feu mémorable qui met fin au règne de Vaval, roi du carnaval. Il est 17h sur l'avenue Léopoldaire de Cayenne. Le corps du souverain tombé est exposé au public dans une dernière parade funéraire. Vaval, c'est un chaud lapin. Il va dans toutes les soirées, il est partout, il va dans toutes les communes. Et à un moment donné, le cœur ne tient pas. Vous savez, un homme constitué, un Vaval dûment constitué, en principe, il devrait résister. Mais là, il ne peut plus résister. Au bout de 4 semaines d'intensité carnavalesque, ça a lâché. Oui, c'est dur de vivre ce moment-là. Et écoutez, on pense quand même que l'année prochaine, ça sera encore mieux. Un moment dur à vivre pour la reine et le prince du carnaval, inconsolable durant tout le trajet. Il faut y aller, ma reine, il faut y aller, il faut supporter, il faut y aller. C'est triste. C'est triste parce que c'est beaucoup d'amusement, c'est quand même une période de l'année où les gens vraiment s'amusent vraiment de façon très bon enfant, quoi. Arrivé à la place des Palmistes, un dernier tour devant ses fidèles, le roi siège pour la dernière fois au milieu des carnavaliers, venus assister à sa fin. Il a été à la hauteur, mais malheureusement, il s'est fait couillonner par les Touloulous et il avait vraiment maigri à la fin. On n'y peut rien, on peut que passer par là. C'est dur quand même de vivre ce moment encore? Très très dur, mais il faut faire avec. Pour cette saison, ça a été intense, court et intense. Sa Majesté Vaval n'est plus, dans les flammes son règne s'achève. Pourtant, selon la légende au milieu de ce brasier, ses cendres récoltées lui redonneront vie l'année prochaine pour une nouvelle saison du carnaval guyanais. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guadeloupe à la découverte d'une entreprise navale qui renaît de ses cendres. Une belle aventure familiale reprise par 3 frères à Goyave. Et puis nous parlerons histoire avec le dernier numéro Historial qui se penche entre autres sur les derniers condamnés à mort de la Martinique. Eddy Marajo, directeur de publication, est notre invité. Je vous le disais, partons tout de suite en Guadeloupe avec la renaissance d'une entreprise de construction de bateaux à Goyave. Une belle aventure familiale puisque ce sont les 3 fils de l'ancien gérant qui ont décidé de recréer la structure après sa liquidation. C'est un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen, Patrick Curie et Gérard Dexter. À seulement 19 ans, Lionel est co-gérant d'une entreprise de construction navale. Aux côtés de ses frères, il a la lourde tâche de relancer l'activité familiale, liquidée en 2013. Moi, depuis petit, je suis avec mon père dans l'atelier. Je l'aide à faire ce qu'il y a à faire dans le métier. Donc lui, c'est plus la construction. Moi, c'est un truc qui m'intéressait depuis mon jeune âge. Donc on construit les bateaux. Et niveau la mer, plus la voile aussi, des trucs comme ça m'a toujours plu. Lionel s'est lancé dans cette aventure de reprise en avril 2017. Une aventure navale semée d'embûches. L'étudiant en bac pro maintenance nautique a dû faire face à l'ouragan Maria qui a quelque peu ralenti l'activité. La reprise était un peu difficile et après il n'y avait pas beaucoup de boulot. Donc là on essaie de reprendre un peu pour voir aussi un peu de clientèle. Nous on fait plus la construction même, un peu de réparation. Donc nous on fait des bateaux hors bord et des cigarettes aussi. Aujourd'hui, Lionel et ses frères ont la volonté de maintenir l'entreprise à flot. Faire évoluer l'entreprise, de faire les jeunes rentrer dans le milieu maritime, les apprendre un peu le métier. Pour l'instant, les commandes sont certes timides, mais pour les Pinots, pas d'inquiétude.
À force de volonté et détermination, ils sont prêts à mener leur entreprise de construction navale jusqu'au sommet. Coupeuse de tête, c'est le titre à la une du dernier magazine Historial paru en janvier dernier. Pour en parler, nous recevons le directeur de publication, Eddy Marajo. Bonsoir à vous, Eddy. Bonsoir, Sabrina. Alors, le dossier de votre bimestriel se penche pour ce début d'année sur les derniers guillotinés de la Martinique. Déjà, expliquez-nous comment s'est déroulé le travail, puisque déjà, il y a une liste non exhaustive des derniers guillotinés. Donc, comment s'est déroulé le travail de recherche ? Alors, ce qui est important pour nous, c'est de retracer des moments de l'histoire martiniquaise et l'histoire de la Caraïbe de manière générale, qui soient en prise en fait avec la réalité. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous reprochent de ne pas parler des années 1600 ou 1800, mais on sait que le public veut savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé de manière proche, je dirais, pour être simple. On s'aperçoit que jusque dans les années 60, on faisait venir la guillotine spécifiquement pour exécuter des condamnés à mort en Martinique. Ce qui est pour un certain nombre de gens qui vivent encore et qui ont vécu ces événements-là, des souvenirs assez terribles. Donc l'idée, c'était quoi? C'est de redécouvrir une partie de notre histoire et une partie d'une histoire auquel les gens sont très attachés. Et justement, vous avez interviewé l'un des avocats, d'ailleurs l'avocat qui a travaillé sur les 2 dernières affaires de condamnation à mort. Qu'en est-il ressorti pour vous? Alors je vais en profiter déjà, parce que pour nous, ça a été un moment très difficile d'apprendre le décès de Léon Laurent Valère, qui était l'homme, je dirais, de la situation, et à qui pas grand monde n'a rendu hommage au cours de toutes ces années. Il faut chaque fois systématiquement attendre le décès de quelqu'un. Alors nous, on se croisait régulièrement et j'ai souhaité, à travers cet article, lui rendre hommage, bien avant son décès, l'idée qu'il soit un acteur fondamental de cette histoire judiciaire de la Martinique, au-delà de l'histoire politique, puisqu'il a été un homme politique très engagé. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il est le lien entre les 2 derniers condamnés à mort. Pour l'un, il a été son avocat, il l'a défendu, même très bien défendu, puisqu'il a eu le premier verdict a été cassé. Et pour l'autre, il a été au contraire dans la partie civile et il a attaqué l'un et l'autre, donc M. Anama d'un côté, M. Lambert-Go de l'autre. Et fait extraordinaire, on a un avocat qui participe de chaque côté aux 2 dernières affaires et qui raconte ce qu'est la Martinique dans les années 60. Et pour vous, qu'en avez-vous pensé de cette période où il y avait encore les condamnations à mort? Alors, on a l'impression que la Martinique aujourd'hui est d'une extrême violence, tous les faits divers qui sont racontés tous les jours. Et en réalité, je prie l'ensemble de nos lecteurs et l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs de croire que dans les années 60, les années 50, c'était beaucoup plus violent. Alors évidemment, il y avait moins d'armes à feu, mais les armes blanches tuaient beaucoup plus de gens. Et on est là dans une période d'une extrême violence, mais qui est symbolique de ce qu'a été notre histoire. Parce que plus on remonte dans le temps, plus il y a des morts, plus il y a de la violence, plus il y a des règlements de compte. Et la société telle qu'elle est aujourd'hui est beaucoup plus apaisée qu'elle ne l'était dans les années. Contrairement à ce qu'on croit, on était à quelques centaines de morts par an dans les années 40, 50, 60. Par exemple, il n'y avait pas une fête patronale sans mort. Et aujourd'hui, il y a entre 20 et 25 homicides volontaires, ce qui n'a rien à voir avec ce que c'était comme époque. Alors, autre article dans votre magazine, la grève de février 74, mais en Guadeloupe. Oui, alors là, c'est le 74 de la Guadeloupe, c'est le massacre de la Saint-Valentin. Alors, on essaie systématiquement, ce magazine est conçu pour les deux îles, l'archipel guadeloupéen et la Martinique, de faire la part belle à une histoire qui est oubliée. Et le massacre de la Saint-Valentin en Guadeloupe est un élément extrêmement important de la culture guadeloupéenne, de l'histoire guadeloupéenne, et on a tenu à en parler.
Mais si vous permettez, il y a un article que plein de fans attendaient, qui est un article relatif au Fania All-Star. Et bon, il y a plein de Martiniquais qui se souviennent et de Guadeloupéens qui se souviennent des concerts de 1981. Vous voyez que c'est pas très loin. Et on fait un certain nombre de révélations dans ce magazine, en particulier celles qui traitent des liens, j'allais dire, consanguins entre les Fania et la mafia. Et ça, c'est des choses que les gens apprendront. Et ils verront que leurs stars préférées ont touché un petit peu à des domaines un petit peu controversés. Et puis vous faites référence également à plein d'autres faits dans l'histoire, notamment le blanchissement de l'armée française. Oui, l'armée française qui utilise des Africains, donc des Noirs, pour les lancer au premier rang, et ça c'est assez classique, c'est de la chair à canon, et qui le jour où on doit faire défiler ceux qui ont participé à la victoire 39-45, ben on déshabille les Noirs et on les remplace par des Blancs, ce qui a provoqué des émeutes, un véritable scandale et une tuerie. Et là encore, on raconte cette histoire. Tout ça à retrouver dans votre dernier magazine Historial. Merci à vous, Eddy Marajo. À bientôt. Et ATV reste toujours proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène ce soir à Casse-Pilote qui vient de se voir décerner le 5e prix au concours Ville et Village Fleuris. Une bonne nouvelle pour les agents de cette commune du Nord Caraïbe qui travaillent depuis longtemps à son embellissement. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. La façade maritime de la ville de Casse-Pilote, un atout considérable au plan touristique, mais c'est avec des fleurs que la ville a décidé d'aller toucher les cœurs. Daniel Dorin, le paysagiste de la ville de Casse-Pilote, a toutes les raisons d'être fier. Le travail accompli par sa petite équipe porte des fruits et cela n'a pas échappé au jury. Ça nous fait plaisir, après tant d'années, de décocher le prix 5e place, quoi. Et puis, surtout, pour donner l'exemple à d'autres communes. C'est le parc naturel de Martinique qui supervise l'opération fleurissement de nos communes. Cette année, 13 villes étaient inscrites au concours, suivant des critères précis. Casse-Pilote s'est distingué par ses pratiques en technique alternative, c'est-à-dire récupération d'eau de pluie, l'utilisation de plantes rustiques adaptées sur le milieu. Et donc ainsi, ça leur a permis, par rapport à d'autres communes, de se différencier. Une bonne 5e place qui honore toute la ville et la conforte dans son objectif. À Casse-Pilote, 5 agents sont détachés à l'aménagement paysager et au fleurissement. Tout ce qui est positif attire les retombées. Alors donc, comme nous sommes en train d'essayer de développer, d'ouvrir Casse-Pilote sur la Martinique et sur le monde, donc pourquoi pas? Pour Daniel Dorin et son équipe, ce 5e prix représente une sorte d'engagement à poursuivre l'effort. L'objectif avoué dans la ville de Casse-Pilote est de rattraper Sainte-Marie. On se dit pourquoi pas. Information pratique avant de refermer cette édition. En bref, notez qu'une collecte de sang sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré à Cocotte du Cos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. Toutes vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.